Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du projet Alan. Donc on en est au 7e épisode. Alors c'est vrai que ça faisait à peu près depuis mi-mai, fin mai que j'avais pas publié de vidéo. Alors deux raisons à ça, c'est que la première, si vous vous souvenez, tout au début du projet, on avait prévu de rouler avec cette voiture à la ronde de Rougemont qui se déroulait les 20 et 21 juin dans le Doubs. Et en fait, la voiture n'étant pas aboutie le moment venu, on a quand même décidé de participer à cette ronde, mais avec la Subaru Stomil. Donc je vous renvoie vers un petit short que j'ai fait il y a un mois environ, un mois et demi, mais je vous mets quand même quelques images de la course pour que vous voyez un petit peu ce qui s'est passé. Regarde, c'est un sous, ça. Ouais, c'est un sous, regarde. Parti la 9 au départ. La ronde de Rougemont s'est carrément bien déroulée. Franchement, à part qu'il faisait super chaud, parce qu'on avait entre 35 et 37 degrés à l'ombre. Donc inutile de vous dire que dans la voiture, on était plus proche des 50-55 degrés. Donc avec Géraldine, on a franchement eu chaud. Mais la ronde s'est vraiment bien passée. Et la voiture, franchement, j'en suis toujours aussi dingue. On lui en a mis plein la gueule tout le week-end et on a eu zéro souci. La seule petite panne entre guillemets qu'on a eue, c'est qu'on a perdu le bouchon d'essence en allant à la station, mais ça c'est complètement de ma faute. J'avais posé sur l'aileron à l'arrière et puis je suis reparti sans l'avoir remis. Heureusement, je sais pas pourquoi, j'avais prévu un bouchon d'essence à l'assistance, donc on a pu le changer sans problème. Mais franchement voilà, 7 passages dans la même spéciale, une spéciale de 7 bornes et demi avec des profils assez changeants. On s'est vraiment fait plaisir. Mais tout ça pour dire que la préparation de la voiture, la révision de la voiture avant de Rougemont, ça a empiété sur le temps de travail sur cette voiture-là. Et puis le deuxième chose, c'est que on a appris à peu près dans les mêmes moments, fin juin, début juillet, que le Vosges Rally Festival, donc qui était notre deuxième but, quand on a vu qu'on pouvait pas rouler à Rougemont avec celle-ci, qu'on n'aurait pas été prêt. Vosges Rally Festival, on a appris l'annulation de l'épreuve, début juillet. Pour des raisons diverses, voilà, sur lesquelles je veux pas revenir, mais toujours est-il que l'épreuve n'a pas lieu. Donc finalement, le but calendrier qu'on s'était fixé début octobre, il n'y a plus lieu de se presser sur le remontage de la voiture. Donc on a pris aussi quelques vacances. Et ce qui explique que pendant un mois et demi, 2 mois, j'ai rien publié, mais j'ai quand même avancé sur la voiture. Aujourd'hui, ce que je vous propose de regarder ensemble, c'est tout ce qui reste à faire. Et là, on attaque une grosse étape, c'est l'étape boîte de vitesse transmission, qui va prendre un petit peu de temps, un petit peu de réflexion, mais je vais vous expliquer tout ça plus en détail. Alors maintenant, place aux images. Allez, salut. On va parler un petit peu transmission. Alors, si on prend un schéma de base, on va parler d'une voiture avec le moteur à l'avant, et puis moteur en position longitudinale, c'est-à-dire que le vilebrequin, il est dans l'axe de la voiture. Donc dans l'idée, on a 3 types de voitures. Donc on a le moteur ici, je vais représenter par un M. Ensuite derrière, on a la boîte de vitesse, IV. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des voitures à traction avant, des voitures traction, donc où les roues sont ici. De la boîte de vitesse, on a un cardan qui permet de faire tourner les roues comme ça. Donc ça, c'est une voiture, on va dire que c'est 90% des voitures qu'on trouve aujourd'hui, voiture traction. Donc les roues avant sont motrices, on a le moteur, on a la boîte, et on a les roues de part et d'autre. Alors sur une voiture propulsion, nos amis de BMW par exemple, nous avons toujours le moteur qui est à l'avant, on a toujours la boîte de vitesse derrière le moteur. Et vous avez par contre vos roues arrière qui sont motrices. Et donc ce qui se passe, c'est qu'entre la boîte de vitesse et l'arrière, vous avez un arbre qui parcourt tout le dessous de la voiture, qui s'appelle l'arbre de transmission, donc qui tourne avec la boîte de vitesse, et qui entraîne ensuite les roues arrière pour bouger la voiture. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une propulsion. Moteur, boîte, roue arrière motrice.
Alors sur les voitures à propulsion, vous avez aussi un cas un peu particulier qui est assez peu répandu, qu'on retrouve sur certaines Porsche, les Porsche 924, 944, 928, je crois, 928, pas sûr. Également quelques anciennes Alfa Romeo, où vous avez toujours votre moteur à l'avant, toujours vos roues arrière motrices, sauf que la boîte de vitesse, elle est là. Et vous avez l'arbre de transmission qui est ici, entre le moteur et la boîte. Voilà. Donc un cas un peu particulier qui permet une meilleure répartition des masses, parce que finalement on a le moteur qui pèse sur le train avant, on a la boîte de vitesse qui pèse plutôt sur le train arrière, et on a une répartition des masses qui est plutôt qui est mieux répartie. Voilà, cas particulier. Alors cas particulier maintenant des 4 roues motrices. Alors en général, ce qui se passe sur les voitures 4 roues motrices, c'est que vous avez votre moteur, vous avez votre boîte de vitesse ici, on retrouve toujours la configuration classique, vos roues avant ici, vos roues avant là, vos roues arrière ici, un arbre de transmission qui sort de la boîte, sauf que là, ici, vous retrouvez ce qu'on appelle une boîte de transfert, on va noter BT, qui transmet le mouvement vers les roues arrière, jusque-là, pas de problème, mais qui transmet également le mouvement vers les roues avant, par un petit arbre de transmission ici, qui vient ensuite entraîner les roues avant, là et là. Donc ça, c'est le cas, par exemple, de tout ce qui est les 4x4 les plus classiques, hein, les Pajero, les choses comme ça, et tout ce qui est BMW en X-Drive. Donc vous avez votre moteur, votre boîte, la boîte de transfert qui est au cul de la boîte de vitesse normale, qui renvoie le mouvement vers un arbre de transmission assez classique et les roues arrière, et qui renvoie aussi le mouvement vers un petit arbre de transmission vers les roues avant. Donc vous avez là la boîte de vitesse de la voiture. On va essayer de faire un petit peu le tour. Donc vous avez ici l'arbre d'entrée côté moteur, l'emplacement du démarreur ici, sortie de cardan, ici vous avez la commande de boîte qui vient directement du levier, et enfin ici la sortie vers le pont arrière. Une boîte de vitesse dessous, en fait, c'est composé de 3 parties. Donc on a la première partie ici, la cloche d'embrayage. Hein, donc l'embrayage vient ici à l'intérieur avec sa commande au-dessus là, qui est commandée hydrauliquement. Ensuite ici, vous avez tout le corps de boîte où se trouve toute la pignonnerie. Ça on le verra par la suite quand on ouvrira. Et puis enfin, vous avez ce qu'on appelle le cul de boîte, toute cette partie-là, qui permet le renvoi vers le pont avant et le pont arrière. On verra aussi à l'ouverture comment c'est fait. Et à l'intérieur de ce cul de boîte, vous avez le fameux visco-coupleur qui permet un glissement entre l'avant et l'arrière. Hein, si jamais c'était monté rigide, en fait, quand il y a une perte d'adhérence sur un des deux essieux, ça casserait l'intérieur de la boîte. Là, ce visco permet un glissement entre le pont avant et le pont arrière en cas de conditions d'adhérence différentes. Donc ici, la partie commande, on l'a vu. Ça, c'est tous les capteurs donc, qui servent de capteurs de point à mort, capteurs de marche arrière, qui reviennent ici, qui partent dans le faisceau ensuite. Et puis enfin, de l'autre côté, pas grand-chose. On a le capteur de vitesse qui est là. Et puis ici, vous avez le tube qui sert à la jauge. Parce que oui, les Subaru, il y a une jauge à huile sur la boîte qui permet de vérifier le niveau et qui sert également au remplissage. Donc c'est quand même vachement pratique. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu l'extérieur de la boîte, ce que je vous propose, c'est qu'on va l'ouvrir ensemble, cette boîte de vitesse. Déjà pour voir dans quel état elle est, parce que c'est celle qui va aller sur l'auto de course. Et il faut s'assurer que toute la pignonnerie est en bon état, qu'il n'y ait rien de défaillant à l'intérieur. Et puis en même temps, on va en profiter pour lui apporter 2-3 améliorations sur la commande de boîte et puis au niveau du pont pour raccourcir un peu les rapports. Je vous expliquerai ça un petit peu plus en détail plus tard. Alors on va regarder combien de temps il faut pour ouvrir une boîte de vitesse. Donc là, on le fait en direct live. Il est 11h20. Et puis j'attaque dès maintenant l'ouverture de la boîte. Et puis on verra quand on a fini, combien de temps ça nous a pris. A tout de suite. Alors la première des choses, on va déjà démonter cette commande de boîte, sinon elle va nous gêner pour la suite des opérations. Donc en fait il y a 2 goupilles en travers à virer. Le plus pénible c'est des fois de trouver le tournevis qui va bien pour chasser ça.
allez me dire, normalement, il faut un chasse-goupille et pas un tournevis. Donc on a 2 goupilles fendues comme ça, en travers dans la commande de boîte. Ensuite, on va s'attaquer au couvercle supérieur, parce qu'on a une petite intervention à y faire. Donc, comme toujours chez Subaru, c'est du 10, du 12 ou du 14, donc là on est en 12. Alors, le couvercle là permet un accès direct à la commande interne de boîte. C'est pour ça qu'on doit y aller, parce qu'on a un petit doigt d'indexage à démonter si on veut poursuivre l'ouverture. Il faut retirer ce petit truc là. C'est un petit doigt d'indexage qui vient verrouiller une fourchette à l'intérieur. Donc là, normalement, on est bon. On va débrancher les capteurs ici de marche arrière et de point mort. Alors pourquoi point mort? Parce que ça donne... Alors marche arrière, ça allume les feux de recul, hein, jusque là tout est classique. Et point mort, en fait, ça donne l'info au calculateur pour que la gestion soit informée qu'on est au point mort. Et du coup, ça change légèrement les réglages moteur, visiblement. Donc là, on ne peut pas se tromper, il y en a un noir, un blanc. Et en plus, les fiches sont inversées, une mâle d'un côté, une femelle de l'autre. Alors maintenant, on va attaquer la partie intéressante. La partie la plus importante, c'est qu'on va commencer à désaccoupler le cul de boîte de la boîte en elle-même. Donc en fait, on a toute une série de boulons en 14 ici, qui relient le cul ici au reste de la boîte. Donc là, j'ai couché la boîte pour pouvoir accéder plus facilement aux boulons qui sont sur l'arrière. On va la redresser. Une petite cale de bois en dessous. Donc là, il n'y en a plus, on a fait le tour. Et ben là, alors là, on va écarter un petit peu le cul de boîte du carter de boîte avec un petit burin plat, comme ça on n'abîme pas la pose. De toute façon, il y a un joint à l'endroit là. Ça grippe un petit peu, des fois il y a des centreurs ici. Puis il y en a un de l'autre côté. Ils sont des fois un peu récalcitrants. Et on voit bien que ça grippe au niveau du centre. Voilà, ça sort. Ça sort, ça sort. Voilà, cul de boîte démonté. Et voilà. Bon, c'est un petit peu coincé au niveau de la fourchette ici. Je vais vous montrer plus en détail. Donc lui, on n'en a plus besoin pour l'instant. On va le poser. Donc quand on enlève notre cul de boîte, on a accès au pignon de 5e qui est ici. Ça, c'est l'arbre qui va vers l'arrière et vers l'avant.
Et puis on a avec ça également nos fourchettes. Hein, donc les fourchettes, c'est ce qui commande, c'est ce qui vient en bout du levier de vitesse. Quand on commande nos vitesses, voilà ce qui s'effectue dedans. Là, je viens de rentrer la 5e, par exemple. Si je fais ça, on va le faire, prendre un petit levier pour le faire. Tac. Là, je rentre la marche arrière. Voilà, donc là, on a notre fourchette 5e marche arrière, 3e, 4e, première, 2e. Donc là, si je fais ça ici, sur la fourchette du bas, là, je rentre la première. Si je tire, je rentre la 2e, etc. Donc en fait, le bout de notre levier de vitesse, c'est un index qui vient ici, qui vient sélectionner une des 3 fourchettes pour pousser ou tirer et rentrer le rapport qu'on a choisi de mettre. Voilà, donc là, on est vraiment dans la continuité directe de notre levier. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la coucher sur le côté, on va ouvrir ici en 2, et puis on aura fini l'ouverture de la boîte. On revérifie, normalement, on a fait le tour. Là, il n'y en a plus, là, il n'y en a plus. On va enlever notre commande d'embrayage. Commande d'embrayage sur une Subaru, c'est assez facile. Il y a un petit bouchon ici, on met une vis dans la fourchette, dans l'axe de fourchette, et on tire. Et voilà. Axe de fourchette d'embrayage. Et du coup, on peut retirer notre fourchette, que voici. Donc là, on est bon. En dessous, on a tout enlevé. Et bien maintenant, on peut ouvrir nos 2 carters. Donc on va coucher la boîte. Ça va tout de suite beaucoup mieux. Et voilà, boîte ouverte. Et il est midi 6. Voilà, donc sachant qu'on a pris notre temps, parce que mine de rien, filmer en même temps, bah, ça prend un petit peu plus de temps. Plus quelques bugs sur la caméra, plus quelques outils qu'il fallait chercher. Et donc voilà, on est en 45 minutes, la boîte est ouverte. Voilà, donc notre boîte est ouverte. Là, on a bien les deux, le carter droit qui est là-bas, le carter gauche qui est ici, avec toute sa pignonnerie. Donc en fait, là, on a l'arbre primaire qui arrive du moteur. Hein, ça, c'est les cannelures ici. C'est des cannelures où viennent s'engager le disque d'embrayage. Donc l'arrivée du mouvement se fait par ici. Là, on a tout notre arbre primaire. Hein, ça, c'est l'arbre primaire ici, avec pignon de première, marche arrière, 2e, 3e, 4e, 5e. Sur les soupes, c'est facile, c'est fait dans l'ordre. Donc arbre primaire, donc tous les pignons de primaire, qui viennent ensuite s'engrainer sur l'arbre secondaire qui est là, donc 5e, 4e, 3e, seconde, marche arrière, première. Et cet arbre secondaire envoie ensuite le mouvement vers les roues. Alors la particularité d'une Subaru, c'est que comme c'est une 4 roues motrices, on a ici le pont avant, là, donc le pignon d'attaque du pont avant, la grande couronne, ici, qu'on voit au fond là, et en fait là, c'est la sortie qui va vers les cardans, donc cardan droit ici, cardan gauche, qu'on ne voit pas, qui est en dessous de la boîte. Et on y reviendra plus tard, mais la particularité des Subaru, c'est que tout s'effectue, donc malgré que ce soit une 4 roues motrices, toute la transmission s'effectue à l'intérieur des carters de boîte. Mais je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Voilà, donc ici on a pignon de 5e, ici la commande, et là ici donc c'est la partie de l'arbre qui repart vers le cul de boîte et qui renvoie ensuite le mouvement vers les roues arrière et le pont arrière. Alors chez Subaru, on se retrouve avec une configuration
qui est la suivante. On a notre moteur ici, on a notre boîte de vitesse ici, on a nos roues avant qui viennent se piquer directement dans la boîte, comme sur une traction classique. On a un arbre de transmission qui va vers l'arrière, comme sur une BMW, et c'est tout. Et en fait, la boîte de vitesse fait en même temps office de boîte de transfert. On va dire qu'ici, il y a une petite boîte de transfert interne qui permet le renvoi en même temps vers l'avant et vers l'arrière. La particularité de tout ça, c'est que quand vous voulez modifier votre démultiplication, vous avez votre différentiel avant ici, que je vous ai montré tout à l'heure, la fameuse grande couronne avec son pignon d'attaque. Donc ici, on est sur un rapport de 3,9. Vous avez le même dispositif ici dans le pont arrière. Donc à nouveau un pignon d'attaque sur une grande couronne qui renvoie vers les deux roues. Sur une Subaru d'origine, on est en 3,54. Et puis ici, dans la boîte de transfert, vous avez un petit renvoi de pignon avec un rapport de 1,1. Ce qui fait que 3,54 multiplié par 1,1, on obtient notre rapport de 3,9. Alors pourquoi c'est important ? Ça veut dire que si on se trompe sur ces... Admettons, si je modifie mon pont avant sans toucher au reste, on va avoir un pont arrière et un pont avant qui ne vont pas tourner à la même vitesse. Alors, à l'intérieur de la boîte, on a une pièce qui s'appelle le viscocoupleur, dont le boulot est de compenser ces petites vitesses de rotation différentes, mais il va compenser, par exemple, sur un démarrage dans des cailloux, où on va patiner avec les roues arrière, pas avec les roues avant. Donc là, il va compenser. Par contre, si vous roulez en continu, avec un ratio différent entre le pont avant et le pont arrière, le visco, il va pas fermer le kilomètre avant d'être flingué, quoi. D'où l'importance, quand on change notre démultiplication, si là je veux raccourcir mon rapport final, c'est de trouver les pièces qui vont bien, donc le pont avant plus court, le pont arrière plus court, et le renvoi de boîte avec le bon rapport, qui me permet d'avoir toujours cette multiplication, pont arrière fois renvoi de boîte égale pont avant. Voilà, donc maintenant, il faut que je cherche dans mes pièces ce que j'ai, et si je peux faire un montage en 4.11 ou en 4.44, pour baisser en vitesse de pointe, et gagner en capacité d'accélération. On va s'occuper maintenant de la plaque qui vient bloquer le caoutchouc de levier de vitesse. Donc elle est bien rouillée, donc on va la nettoyer, mais avant tout ça, on va faire sauter les quelques petites pattes qui sont ici, et qui nous ne serviront à rien. C'est des pattes qui viennent tenir les plastiques quand on est sur une voiture de série, ou qui servent de passe-câble pour des câbles et des gaines qui passent dans le secteur là, et nous, tout ça, on n'en a pas besoin. Donc on va réutiliser notre fameux forêt à pointer. Il nous a déjà bien servi sur la caisse par ailleurs. On va faire sauter tous ces trucs là. Puis après on va s'occuper de la tôle, la nettoyer, lui mettre un petit coup de peinture propre, parce qu'elle sera dans l'habitacle et elle sera vue, donc autant qu'elle soit nickel. Voilà, on attaque. Aujourd'hui, le travail de l'après-midi, c'est le remontage du tableau de bord. Le tableau de bord qui a été floqué par Fabrice, un copain à moi. Alors franchement, un énorme merci à toi Fabrice, parce que le boulot est juste magnifique. Le résultat est au top. Et franchement, c'est un super cadeau que tu m'as fait là, donc je te remercie 1000 fois. Voilà, donc ça va nous permettre maintenant de remonter... Donc on a déjà remonté les cadrans. C'est des cadrans de Forester. On a viré le compteur, parce que de toute façon, avec la boîte courte, le compteur serait faux. On commence à remonter quelques interrupteurs ici. Là, on voit les warnings, etc. Ça a permis aussi de terminer le remontage du faisceau électrique en dessous avec la boîte à fusibles.
Puis maintenant, le boulot suivant, ça va être le remontage de la console centrale qui est là. On peut venir la mettre ici. Puis ensuite, on attaquera tout le travail de câblage de la console centrale avec l'installation du coupe-circuit, du bouton poussoir de démarrage. Voilà, donc il y a encore un petit peu de travail, mais ça avance. Puis un autre boulot également plus anecdotique, c'est le remontage de la commande de vitesse. Donc il n'y a encore pas de boîte en dessous, mais le levier est déjà remonté avec un petit entourage peint, etc. Donc c'est propre. Alors petit point de faiblesse sur les boîtes Subaru, sur les boîtes de ces anciennes générations là. Ici vous avez le baladeur qui vient verrouiller la troisième vers l'avant et la quatrième vers l'arrière. On a notre pignon de 3 ici, notre pignon de 4 là. Et en fait le baladeur, ce qui empêche sa translation vers l'avant, c'est cette bague qu'on voit ici sur le pignon. C'est vraiment un anneau métallique qui est assez fin, il fait moins d'1 millimètre d'épaisseur. Et c'est lui qui empêche, on va verrouiller la vitesse. On va essayer de mettre la vitesse, la 3. Voilà, donc là je viens de rentrer la 3. C'est cet anneau-là qui empêche ce baladeur d'aller trop loin, parce que ici, sinon le baladeur vient toucher dans les pignons. Et en fait, le problème qu'on rencontre avec le temps, la troisième, comme on la rentre vers l'avant d'une manière assez forte, on finit par tordre cet anneau-là, qui passe. Tac, je vais enlever. Donc cet anneau, à force d'être tordu avec le baladeur qui vient appuyer contre, il finit par passer dans le pignon de 3, dans les pignons de 3 ici, et en fait, il se désagrège. Il se pète complètement, et ensuite le baladeur, la fois d'après, quand on veut rentrer la 3, c'est le baladeur, lui, qui vient toucher dans les pignons, et en général, on casse le pignon de troisième. C'est pour ça que sur toutes les anciennes générations de Subaru, il y a pas mal de personnes qui ont pété le pignon de 3 à cause de ce baladeur qui venait bouffer les pignons. Alors pour fiabiliser ce problème de pignon de troisième, de baladeur de pignon de 3-4, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intervenir au niveau de l'axe de fourchette ici, et qu'on va mettre dessus une bague, une douille qu'on voit là. Donc c'est une douille, c'est un tube en acier qui est usiné à l'intérieur au diamètre de l'axe de fourchette, puis à l'extérieur, je crois qu'il fait 20 mm, donc 14 intérieur, 20 extérieur. Et on va venir le positionner ici pour bloquer la translation de la fourchette vers l'avant, à l'identique de ce qui se fait quand on met la 4. Là, si on met la 4, tac, la fourchette, elle vient buter contre le bord de la boîte ici, et on pourra tirer comme on veut sur le levier, on pourra tirer comme un bourrin sur le levier, la fourchette n'ira pas plus loin. Donc l'idée, c'est vraiment de réaliser le même principe vers l'avant. Voilà, là on a rentré comme si on rentrait la troisième, d'aller mettre cette bague en dessous. Alors on voit pas bien là parce qu'il y a un petit peu de cirque. On vient positionner cette bague à l'endroit là, et elle viendra elle-même bloquer la translation de la fourchette vers l'avant, et même si on bourrine la troisième, là ce sera bloqué à cet endroit là et le levier n'ira pas plus loin. Et du coup on fiabilise au niveau du pignon de troisième l'histoire de la tôle que je vous expliquais tout à l'heure. Voilà, donc prochaine étape ça va être ça, donc là il y a un petit peu de boulot quand même. Il faut réussir à démonter cette fourchette là, donc il faut virer la fourchette de son axe, ensuite il faut sortir l'axe, mettre la bague à l'intérieur, et puis après on remonte l'ensemble. Voilà, on va attaquer ça. Une épreuve est terminée, mon ennemi j'y terrassé par la force de ma volonté. Je ne suis plus ton apprenti, tu m'as enseigné la magie, car c'est de toi que j'ai tout appris. Je suis sorcier. Les grimoires m'ont
puissance incommensurable.